Merci pour l'invitation. Je suis de Princeton University, c'est vrai, mais aussi je pars en majorité de mon temps ici à l'Institut Pierre-Simon de Laplace aussi. Je vais parler de l'évolution de technologies et de données. C'est un peu complémentaire à tout ce qui se passait avant. On a parlé des observations, on a parlé des modèles. Et donc, je vais parler un peu de tout ce qu'on a fait avec un peu un vue historique, mais aussi revenir sur le présent et le futur avec l'évolution de technologies et où ça nous amène. Donc, passons d'abord, on commence par parlant de la science de la donnée. Donc, c'est une synthèse des observations et des simulations, comme on l'a vu. Et les observations du climat, ça peut aller de passer longtemps jusqu'à présent, évidemment avec des proxys, etc., des mesures un peu plus incertaines pour le passé, et ça devient dans l'ère satellitaire assez bon pour le présent. Mais après, on fait beaucoup de simulations de la planète Terre. Il y a des données qui sont, j'appelle ça juste pour provoquer un peu, de données du futur et aussi les données des terres fictives, c'est-à-dire les terres alternatives que ce n'est pas observé. Mais on a besoin de ça pour comprendre ce qui se passe dans la Terre où on habite. Et après, on va parler des évolutions un peu des technologies de la simulation et de données. Et il y a un historien, Paul Edwards, qui peut-être certains d'entre vous le connaissent parce qu'il a passé une période à Paris. Il a écrit un livre qui s'appelle Un Vast Machine pour décrire le réseau global pour faire la compréhension du climat et de la prévision météorologique. On parle de l'explosion dans le volume de données qui est un défi. Un autre défi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent dans ces données, donc il y a une démocratisation d'accès aussi, on essaie d'assurer. Et finalement, je vais passer à machine learning, qui est l'intelligence artificielle, qui est un nouveau enjeu dans la technologie, qui est vraiment en train de transformer la technologie qu'on a maintenant. Donc, on va parler un peu de ça, et après, on va vers la fin. Pour commencer, ça, c'est un courbe paléoclimatologue. C'est un peu osé de parler paléoclimatologie dans cette salle où il y a beaucoup de paléoclimatologues très distingués. Mais ça nous permet de voir un peu le parcours de température on observe dans la géologie en montant jusqu'à 500 millions d'années avant le présent. Donc, vous voyez qu'il y a ça va vers le haut et le bas, il y a certains parcours. Il y a par exemple le PETM qui en va en haut, qui est ici, c'est un maximum, ça s'appelle le Paléocène-Éocène Thermal Maximum, où il y avait une température assez haute. Après, il y a une nette diminution, et on va vers le Pléistocène, où il y a des cycles glacial, interglacial, des oscillations comme ça. Et si on va vers le présent, évidemment, c'est un courbe où l'échelle temporelle varie quand on procède vers le droit. Et finalement, quand on arrive dans le Holocène, on voit qu'on passe en période assez régulière d'à peu près 10 000 ans. Donc tout ce qu'on compte comme la civilisation humaine, l'agriculture, la ville, tout ça, c'était possible à cause de cette relative stabilité, parce qu'il faut avoir un peu une sorte de prévisibilité de la future pour assurer de ville, l'agriculture, que ce soit l'inondation du Nil ou le cycle de la mousson indienne, des choses comme ça, ou le cycle saisonnier tout court. Mais quand on arrive vers la fin, on voit qu'on est en train de faire un départ assez net de cette période. Et si on regarde de plus près, ça c'est les observations de notre ère, les derniers 2000 ans. Donc il y a quand même des variations qu'on voit ici. Il y a des départs qui s'appellent le Medieval Warm Period, par exemple, une période de chaleur au début du millénaire dernier. Et après, il y a un Little Ice Age à peu près dans les années 1600. Donc, ça existe quand même. Tout ça, c'est des données. Hein. Donc, ça vient des scènes d'arbres et de carottes de glace, etc. Il y a quand même un peu d'incertitude sur tout cela. Et c'est aussi possible que ces signaux sont un peu régionaux. C'est-à-dire que ce n'était pas chaud partout. Peut-être c'était, mais il y avait incertitude. Mais par contre, c'est très clair que le réchauffement du présent, c'est une signature complètement globale, donc il y a un réchauffement un peu partout. Donc ça, c'est les données que ça nous donne. Mais en passant pour la modélisation, c'est un des premiers articles qui sort de Manabe et Wetherald. On a parlé déjà Olivier Boucher a parlé de Equilibrium Climate Sensitivity, c'est la réponse équilibrée quand on augmente le CO2 par un facteur 2.
Donc, c'est une des premières simulations qu'il a fait. Donc, ça, c'est la latitude et ça, c'est la température. Et ça, c'est avec le CO2 standard, c'est-à-dire c'est un niveau pré-industriel de 1850. Et avec un doublement de CO2, on voit que c'est nettement, ça commence ça augmente la température un peu partout. Et ça, c'était un des premiers résultats qui a déjà provoqué un peu d'inquiétude. Qu'est-ce que ça veut dire pour la planète, etc. Et donc, Jules Charny, qui était un des grandes figures de notre domaine de météorologie, Jules Charny, il a été convoqué à écrire un rapport qui s'appelle Carbon Dioxide and Climate, a Scientific Assessment. Qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de doublement de CO2 et les réponses de l'atmosphère? À l'époque, c'est un précurseur des rapports GIEC qu'on a maintenant. C'est les premiers de l'année 1979. Donc, c'est basé sur quelques simulations de deux centres, un qui s'appelle GFTL de Suki Manabe et deux autres de Jim Hansen qui travaillaient à GIS, tous les deux aux États-Unis. Et les conclusions sont assez claires. L'effet radiatif direct, c'est-à-dire juste dû à l'augmentation de CO2, c'est assez faible, c'est à peu près 4 watts par mètre carré. Mais il y a quand même des rétroactions très importantes. Il y en a qui sont assez claires. La vapeur d'eau qui s'appelle l'équation de Clausius-Clapeyron. Quand on augmente la température, la quantité de vapeur d'eau que l'atmosphère peut supporter, ça augmente aussi, qui est un absorbeur de chaleur, donc absorbeur de CO2, donc ça réchauffe déjà. Donc c'est une rétroaction qui fait accélérer le réchauffement. C'est pareil avec le ice albedo feedback. Donc, il y a beaucoup de chaleur qui a une réflexion de chaleur vers l'espace par la glace vers le pôle. Si on diminue la quantité de glace, il y a moins de chaleur, de réflexion de chaleur, et donc ça augmente encore le réchauffement. Donc, c'est une rétroaction aussi. Mais par contre, quand on passe au rôle de nuage, le résultat, c'était que the cloud distribution is the property of the entire system. Donc, on ne peut pas faire une étude réductionniste juste de nuages pour comprendre ce qui se passe, parce que le nuage a des répercussions partout. Il faut vraiment comprendre le système dans l'intégrité pour comprendre l'effet de nuage. Et après, ils ont dit que le climate sensitivity, c'est-à-dire la réponse au doublement de CO2, ça va être dans le 1,5 jusqu'à 4,5 degrés Celsius. Et comme Olivier a dit, peut-être il y a des résultats maintenant, peut-être c'est pas exact, mais on va voir ça. Il y a le rapport Charny a été reviewé récemment dans un article très bon de Sandrine Bonny. Mais après le rapport Charny, c'est pas basé sur deux modèles. Si on passe vers l'actualité, aujourd'hui, quand on regarde là, ça c'est la figure de GIEC AR5. C'est juste pour comparer le scénario XCP 8.5 à XCP 2.6, c'est-à-dire XCP 8.10, on peut dire qu'on a fait quelques contrôles sur l'émission du CO2. Et on voit que nettement, ça réduit un peu la température vers 2100. Et dans les chiffres ici, ça représente le nombre de modèles qui participent maintenant dans le GIEC. Donc, il y avait 39 qui ont fait le XCP 8.5, il y a 32 modèles qui ont participé ici dans le XCP 2.6, et il y a 42 modèles qui ont participé pour faire la simulation historique. Et maintenant, cette fois-ci, pour AR6, il y a beaucoup de nouveaux modèles qui sont arrivés pour CMIP6. Et le nouveau joueur, ça vient d'Inde, de Chine, de Brésil, l'Afrique du Sud, etc. Donc, il y a beaucoup d'intérêt partout dans le monde dans ces sortes de résultats. Donc, ça commence à vraiment faire un système assez grand pour comprendre tout cela. Et on peut aussi, j'ai parlé de terre alternée, la terre fictive, etc. Donc, on fait beaucoup des études d'attribution, c'est-à-dire s'il y a un changement qu'on observe dans la nature, est-ce que c'est dû au CO2, c'est dû à autre chose? C'est un exemple, il y a même des exemples comme ça. C'est un exemple d'étude de mousson indienne où on observe dans la nature qu'il y a une diminution de l'intensité de la mousson indienne dans le XXe siècle qui a fortement de conséquences pour le gouvernement indien pour gérer ça. Si on fait l'exercice avec le modèle, on peut faire des choses comme ça. Il y a un modèle qui s'appelle All Forcing où il y a tous les forçages possibles qu'on met dans le modèle. Et sinon, on peut mettre que l'aérosol, c'est-à-dire le polluant qui agit dans la nature. Sinon, on peut mettre le gaz à effet de serre, le well-mixed greenhouse gases, ou sinon, on regarde que le naturel, c'est-à-dire le volcan, etc. Dans le résultat, on voit que si
on met que le gaz à effet de serre, il y a vraiment une augmentation de la mousson indienne dans ce résultat, mais donc il faut avoir les effets d'aérosol aussi pour expliquer, la diminution de la mousson indienne. Donc maintenant, cette démarche-là, où on part avec beaucoup d'ensemble de modèles, où on ajoute un peu le forçage de modèles pour comprendre quelle partie de forçage est responsable pour tel ou tel effet. Et maintenant, on est parti aussi vers l'attribution des événements individuels par la même voie, c'est-à-dire compter la probabilité d'avoir un événement, ça peut être un épisode de sécheresse ou un vague de chaleur ou un cyclone tropical, la probabilité d'avoir un tel événement dans la nature où il n'y a pas de CO2 anthropogène, et après on passe vers un modèle où l'effet anthropogène soit inclus et voir la différence de probabilité que ça provoque. Ça s'appelle l'étude d'attribution. Et il y a beaucoup d'incertitudes dans le système. On a déjà évoqué ce matin dans la discussion la question de chaos, et Olivier Boucher a montré le courbe de Lorenz qui est... Donc ça, c'est pour expliquer le chaos ici. Donc ici, c'est une étude de Hawkinson-Sutton des incertitudes en partie de le temps dans le futur qu'on essaie de faire la prévision. La partie jaune là-bas, c'est l'incertitude chaotique, c'est-à-dire la variabilité naturelle du système. Donc, sans connaissance exacte du système, on ne peut pas avoir un système exact. Mais par contre, il y a deux autres incertitudes qui sont plus importantes. L'incertitude humaine, c'est-à-dire l'incertitude dans le forçage issu anthropogène, le CO2, etc., les émissions, la trajectoire des émissions, il y a une forte incertitude dans cela. Et après, il y a la troisième incertitude qui est l'incertitude épistémique, c'est-à-dire on n'a pas une connaissance exacte du système qu'on essaie de modéliser, surtout des questions de nuages par exemple. Donc on a plusieurs modèles, comme on a vu dans le dernier courbe, et chaque modèle, il a un peu une théorie peut-être un peu légèrement différente sur comment représenter les nuages dans le courbe. Donc il y a une incertitude épistémique due au modèle aussi qui est là. Donc on essaie avec des ensembles, avec plusieurs simulations, d'explorer toutes les incertitudes dans le système. En passant aux technologies, donc tout ça, ça pèse, donc il y a beaucoup de données issues du modèle et beaucoup de simulations aussi. Et donc, ça repose sur un système que j'ai appelé la vast machine, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de simulations, il y a des observations et des réanalyses. Tout ça, ça passe sur un système qui s'appelle ESGF pour la gestion de données, et ça donne accès aux chercheurs partout. Et ici, c'est remarquable que l'explosion de données issues de simulations qui est en jaune, ça commence à être à peu près au même ampleur que l'issue des observations satellitaires, radar, etc. Donc, ils ont prévu dans cet article d'où sort ces figures que il y a une croissance des facteurs 100. Nous, on a fait une étude pour CMIP6 pour dire que ce n'est pas exactement ça, mais c'est quand même, ça représente la somme de 24 pétaoctets de données, c'est un somme important quand même. Donc, dans un ordinateur personnel, on dispose peut-être une fraction d'un téraoctet, donc ça représente un peu 24 ou 100 000 fois ça. Et maintenant, la quantité de données, c'est tellement important qu'on n'arrive pas vraiment à gérer ça c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que oui, on va aller dans un archive et chercher toutes les données qu'on a besoin et faire un download pour l'avoir sur notre propre ordinateur ou sur nos réseaux internes. Donc, plutôt que d'amener les données chez nous pour faire l'analyse, c'est plutôt une question maintenant de mettre l'analyse chez les données. C'est surtout important pour les pays ou des institutions où il n'y a pas vraiment de moyens de stockage qui sont importants par rapport aux quantités de données Donc, on passe vers des plateformes telles Pangeo, qui s'appelle une plateforme Big Data pour les geosciences. Ça nous permet de travailler sur notre ordinateur à nous et sans amener les données chez nous, on peut faire des analyses en parallèle et juste en travaillant dans un browser, dans un système comme Chrome, on peut faire toutes les analyses à distance, mais avoir les résultats chez nous. Donc c'est une sorte d'évolution qu'on fait parce que la quantité de données, ça devient un peu grossière maintenant. Et maintenant, on va passer vers machine learning, l'intelligence artificielle. Donc, pour retourner un peu une histoire sur l'histoire du calcul, ça remonte un peu. Donc, j'ai parlé de la fin de l'ère von Neumann, je vais discuter ce que ça veut dire.
Donc, on ne peut pas voir très clairement. C'est le labo où je travaille à Princeton qui date de 1956, c'est-à-dire que ça remonte vraiment à l'aube de calcul numérique qui était inventé par John von Neumann, aussi qui était à Princeton. Lui, il a proposé d'utiliser son nouveau invention, c'était ce calculateur numérique, pour la prévision numérique météorologique. Et après, il a dit que si on lance une prévision et laisse tourner ça à l'infini, qu'est-ce que ça va dire? Donc, il a appelé ça le Infinite Forecast. C'est ce qu'on appelle maintenant le climat, c'est-à-dire laisser tourner un modèle où les conditions initiales n'est plus. Donc, ce matin, on a sorti le mot ergodique. Donc, quand on est dans l'état ergodique, qu'est-ce que ça va devenir? Ça, c'est le climat. Donc, si vous voyez sur le Y, la quantité de calcul s'est diminuée par un facteur vraiment important de 10 puissance 10, donc 10 ordres de magnitude. Mais maintenant, le problème, c'est que tout ça, c'était basé sur ce qu'on appelle la loi de Moore. La loi de Moore disait qu'on peut doubler la quantité de calcul sans changer beaucoup de choses tous les 18 mois. Donc, c'est vraiment exponentiel. Ça durait assez longtemps, mais maintenant, on est dans une période où c'est basé sur un phénomène physique qu'on appelle Dennard scaling. Et maintenant, on est dans une époque où on est toujours sur un cours logarithmique avec les dernières 4 décennies. C'est vrai qu'on est sur un cours plus ou moins exponentiel pour des décennies, mais maintenant, l'arithmétique, ça commence à saturer un peu. Donc maintenant, le problème, c'est que c'est un problème vraiment important, que l'arithmétique numérique n'accélère plus. Tout ce qu'on peut faire, c'est de faire plus de ça en parallèle. Et ce qui nous amène vers le deep learning. Donc, dans le deep learning, ce qu'on fait, c'est une sorte de régression entre l'entrée et la sortie, où on peut mettre beaucoup de couches de réseau intermédiaires, de couches cachées, où on peut faire des calculations. Chaque fil noir ici, ça représente un calcul. Donc ici, on peut faire monter la quantité de neurones et de quantité de couches de neurones à volonté pour avoir autant de calculs en parallèle qu'on veut. Donc le deep learning, c'est capable de gérer le système où le Dennard scaling n'est plus applicable, l'arithmétique n'accélère plus, mais on peut faire plus en parallèle. C'est très adapté à ces problèmes de deep learning. Et ça continue à vraiment, on sait maintenant qu'il y a beaucoup d'applications de deep learning dans la nature. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons, c'est-à-dire que la surveillance est augmentée aussi avec deep learning. Mais pour nous, pour moi en particulier, dans plusieurs gens dans mon domaine, ceux qu'on travaille sur, moi je suis ici sur le programme Make Our Planet Great Again. On essaie d'utiliser le machine learning pour vraiment voir si on ne peut pas continuer à pousser dans la résolution parce que ça devient plus coûteux, trop coûteux au niveau de calcul. Avec la fin de la loi de Moore, on ne peut pas continuer à pousser dans la résolution. Est-ce qu'on peut tourner des choses en résolution, après apprendre de cette simulation pour faire quelque chose qu'on peut faire à basse résolution? Donc, il y a une couche d'apprentissage. Si on regarde dans cette simulation de l'océan Atlantique, de la turbulence dans l'océan Atlantique qui sort de l'Université de Grenoble, on voit que dans le détail, ici dans l'Atlantique par exemple, la turbulence, vraiment, il y a beaucoup de comportements très riches. On n'arrivera jamais à résoudre tout ça, mais peut-être, pas pour faire des simulations de climat, on peut faire ça pour très court terme, pour un an par exemple. Avec ça, est-ce qu'on peut comprendre le comportement de turbulence à fine échelle pour le remettre dans des modèles à basse résolution? Donc, c'est ça le projet Hermès. Donc, pour arriver vers la fin, je vous laisse passer au café après. Donc, les données et le calcul, je veux dire qu'ils sont inséparables et notre connaissance du système Terre, c'est basé sur beaucoup de simulations du climat passé, du climat présent, du climat alterné, du climat possible, etc. Tout ça, c'est des simulations. Et la quantité de données issues de simulations, maintenant, ça devient aussi important que la quantité de données sorties de l'observation. Et il y a maintenant, la science du climat, il y a une démocratisation, il y a beaucoup de gens qui veulent l'accès aux données, on essaie de donner accès à tout le monde, et aussi l'internationalisation. Donc il y a beaucoup de pays qui n'étaient pas dans le jeu avant, qui sont maintenant rentrés dans le jeu. Et le calcul a évolué, et maintenant le calcul, comme dit, impératif, c'est-à-dire on donne au calculateur des équations, il continue à faire intégrer les équations, c'est passé vers l'apprentissage.
parce qu'à cause de deep learning, etc., la fin du loi Moore, c'est des sortes d'applications qui sont aptes pour le processeur qu'on a actuellement. Et donc, tout ce qu'on dit maintenant, on parle de la simulation qui devient plus une vue vers l'émulation, c'est-à-dire quelque chose qui apprend. L'émulateur, c'est quelque chose qui apprend le comportement d'un système et essaie de faire une émulation. Et on peut même parler d'émulation de simulation. On lance quelques simulations à court terme et on fait l'émulation après. Et après, pour nous, ça pose beaucoup de questions de base pour nous, les chercheurs, pour tout ce qui est IA et machine learning. Il faut que ce soit interprétable. Donc, il y a beaucoup de résultats où il y a des systèmes machine learning qui sont capables de donner des prévisions, mais sans aucun théorie. C'est juste un apprentissage et après, ça lance des prévisions qui sont vraiment bien et parfois, ça dépasse le modèle aussi. Et donc, ça s'appelle des model-free methods. Pour nous, ça pose beaucoup de questions parce qu'on peut toujours imaginer qu'avec le changement climatique, tous les données qu'on a utilisées pour training les observations, ce n'est plus valable dans le futur. Et le coût en carbone de tous ces calculs et du stockage aussi nous concerne. Donc, il y a des études là-dessus sur CMIP6. Et finalement, je veux juste finir par réussir tous mes collègues et des collaborateurs ici et d'ailleurs, sur mon postdoc MOPGA Anna Sommer et d'autres collègues ici en France, les gens qui m'ont accueilli à LSC, à IPSL et le programme MOPGA aussi. Merci.